Après vous avoir proposé un top 10 de mes héros de shonen favoris, Killua Zoldyck lui-même m'a proposé de vous faire un top 10 d'antagonistes badass. Seulement, certains personnages ne peuvent pas être présents dans ce top, comme Dio Brando par exemple, où il est tellement badass qu'il mérite 100% d'avoir la première place du top. Mais comme je ne connais pas très bien JoJo's Bizarre Adventure, j'ai décidé de le laisser de côté pour éviter de trafiquer le top. Je vous propose donc, comme pour la dernière fois, un top totalement subjectif sur mes antagonistes préférés, avec comme restriction un seul personnage par œuvre, afin de diversifier le top. La description de chaque personnage contiendra du spoil. Si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à passer au temps indiqué au coin supérieur droit pour passer au personnage suivant, si vous voulez éviter d'être spoil. Ancien disciple du Ryo Zanpaku, Ogatai Shinsai se fera chasser du dojo par les maîtres après que ces derniers aient remarqué sa tendance meurtrière. Il ne tardera pas à commettre l'ultime péché pour un artiste martial du Katsujinken, c'est-à-dire le point de la vie, ceux qui refusent de tuer leur adversaire, et lui tuera donc son adversaire lors d'une compétition d'art martial. Ainsi, il tombera dans les méandres du Satsujinken, l'opposé du Katsujinken, le point de la mort, et ceux qui considèrent que l'art martial existe pour tuer. Il aidera à plusieurs reprises Kenichi et a un comportement assez particulier malgré sa prise de position ou encore son appartenance à Iyami. Ogata tend ses adversaires vers le Satsujinken d'une façon tellement particulière que ça en est déroutant. Et son amour pour les arts martiaux fait que même le héros n'arrive pas à le détester. Et Shinsai, l'un des 9 points de Yami, est donc l'un des antagonistes les plus redoutables. Seulement avec ses origines et sa présence très tôt dans le manga, on a droit à en savoir beaucoup plus sur lui, sa façon dont il traite ses disciples, son amour pour l'art martial, la façon dont il tue avec facilité et détruit l'humanité de ses adversaires. Et Shinsai est la représentation d'un démon, et sûrement du démon le plus effrayant et le plus dangereux du manga. L'une des qualités indéniables du manga, c'est bien ses antagonistes, qui auront des fois plus de valeur et un code moral plus complet que certains héros. Ogata fait partie de ces gens-là, avec énormément de valeur en tant qu'artiste martial. Il n'ôte pas la vie de n'importe qui et respecte le choix de tout le monde, même s'il tente de les faire tomber dans la voie des ténèbres, la voie démoniaque. Soyons bien clairs, je m'arrête bien au manga Dragon Ball et donc à l'anime Dragon Ball Z. Pour moi, il s'agit d'un des meilleurs antagonistes de l'histoire. Seulement, le fait de le ramener à répétition l'a rendu beaucoup plus banal. Si je prenais DBS en compte, Freezer ne serait clairement pas dans ce classement. Freezer fait partie de la race la plus puissante de l'univers. Maître d'un marché de planètes, il tue le peuple qui y habite pour les revendre. Un véritable dictateur, maître d'une armée gigantesque. Il s'en fout de tuer ses propres hommes de main et se réjouit des feux d'artifice créés par l'explosion d'une planète. C'est ainsi que sans pitié, par pure méchanceté, il explosera la planète Vegeta ainsi que la quasi-totalité du peuple Saiyajin. Étant l'antagoniste principal de l'arc Namek, il fera tout pour mettre la main sur les Dragon Ball, pour exaucer son souhait d'immortalité. Seulement les guerriers Z alliés à Vegeta lui mettront des bâtons dans les roues. Freezer montrera son sadisme à l'état pur face au peuple Namek, qu'il exterminera un à un avec une froideur incroyable. Sans oublier les démonstrations de puissance qu'il fera pour détruire une montagne d'un regard. Il tuera 2 des héros sans aucune pitié. Son panel de transformation est incroyable puisqu'il se rapproche à chaque fois d'une forme plus sadique et monstrueuse, pour arriver à une forme plus simple, sans aucun rapprochement. Un changement soudain très surprenant. La troisième forme et donc la deuxième transformation était clairement la plus monstrueuse, ce qui concordera avec le moment le plus sadique de Dragon Ball, c'est-à-dire les centaines de rayons de la mort sur Piccolo avec le rire glacial de Freezer. Pour moi, il est l'antagoniste le plus charismatique de Dragon Ball. Il représente le sadisme et la méchanceté à l'état pur. Pas besoin de raison pour lui de faire le mal, il le fait car il aime ça tout simplement. On en vient au meilleur personnage en termes d'écriture du manga Bleach, Aizen Sosuke, un manga que j'aimais énormément avant que les derniers arcs ne me laissent sur ma faim. Le Golden Time de Bleach était bien avec Aizen pour moi. Anciennement capitaine de la 5e division du Gotei 13, il planifiait un plan machiavélique sur des dizaines et des dizaines d'années qui lui permettra d'avoir le Hogyoku en main, un objet lui permettant de faire des miracles. Après avoir trahi les Shinigami, il ira se poser royalement dans le monde des Hollow, alors qu'ils sont censés être les pires ennemis. Il gagnera l'immortalité et se créera une armée surpuissante faite à base d'Arankar et de Menos Grande. Il ne laisse rien au hasard, il a patienté et est digne des plus grands masterminds des shonen. Il crée un lien direct entre les 2 premiers gros arcs de Bleach et devient l'ennemi numéro 1 de la série. Le Hogyoku lui conférera une puissance incroyable lui permettant de tenir tête aux meilleurs Shinigami. Tenir tête ? Que dis-je ? À les ramasser tout simplement. Aizen est badass, maître de tout ce qui se passe. Il aura géré le temps lui-même avec ses interventions pour créer le futur qu'il voulait. Son intelligence n'a pas de limite. Même la rencontre entre les parents d'Ichigo était prévue par Aizen.
La mort de la mère d'Ichigo était calculée par Aizen. Il aura fait du monde entier des pions qu'il déplacera à sa guise. Seulement, la fac qui lui a été accordée n'était pas top, ce qui lui vaut d'être si bas dans mon top. Mais plus jeune, je me souviens qu'il était clairement mon antagoniste préféré. Hadès est très mystérieux et on sait très peu de choses sur lui. Il est le frère de Poséidon et de Zeus et bien évidemment une divinité de l'univers de Saint Seiya. Il est l'ultime adversaire d'Athéna. Maître incontesté du royaume des morts, il choisit lui-même l'humain qui lui servira d'hôte. Il est l'ennemi ultime de l'anime Saint Seiya. Ce qu'il a apporté avec lui explique sa présence dans ce top. Les chevaliers d'Hadès, anciennement chevaliers d'Athéna, contre les derniers chevaliers d'or, donnant des combats épiques. Une nouvelle armure pour les chevaliers de bronze, l'armure d'Élysion, et même ainsi ils ne feront pas le poids face à un adversaire ayant une force démesurée. Personnage au chara-design très réussi, on sent sa supériorité face au protagoniste. On voit qu'il n'est pas de la même dimension. Tout est fait chez lui pour rappeler sa position divine, sa façon d'exprimer, son armure, sa façon de se battre, etc. Il est le gouverneur du royaume des morts. Il est Hadès, frère de Zeus et le némésis d'Athéna. Hadès est tellement au-dessus que si les chevaliers arrivent à éveiller le 7e sens, lui éveille l'hypersens qui lui vaudra la position divine avec ses frères. Il est même mastermind puisqu'il a tiré les ficelles pour créer la guerre entre Arès et Athéna, seulement pour augmenter la population des enfers. Aragumo Shizume, connu pour son nom de tueur de héros, Stein est l'un des antagonistes de My Hero Academia et le meilleur selon moi. Homme froid, intimidant, instaurant la peur directement. Il voulait aussi devenir un héros comme All Might et nous fait donc penser au protagoniste Midoriya Izuku. Seulement, après avoir vu la façon dont se font former les héros, il fut déçu et désespéré. Pour lui, ces derniers n'étaient pas de véritables héros, eux qui cherchent quelque chose derrière leurs actes héroïques. Il décidera donc de lui-même de devenir un héros qui tue les héros, pour garder les véritables héros s'occuper des vilains. Il aura essayé la manière douce, mais personne ne lui prêta attention. Il décidera donc de prendre les armes pour faire régner sa justice, celle comme il la percevait lorsqu'il admirait les héros. Avec un halter surpuissant, il est un ennemi redoutable, ce halter coagulation lui permettant d'immobiliser les personnes d'où il a ingéré le sang, avec un visage totalement déformé des combats passés. Seulement, il respecte énormément ses valeurs et ne se prend pas aux personnes qu'il considère dignes d'être un héros. Stein est une vision de ce qu'aurait pu être Izuku. Si l'admiration d'Izuku lui a mené à devenir un héros, celle de Stein lui a amené à devenir le tueur de héros. Et les deux chemins s'expliquent et se comprennent par leur vécu. Si Stein tue, il le fait à travers sa justice et ses valeurs. Ainsi, il reste un antagoniste peut-être, mais il fait exactement la même chose que les héros et donc les protagonistes. Et c'est ce que j'ai adoré chez ce personnage, qui est une représentation différente du héros, qui suit le même code que ce dernier, mais qui est mal vu par la société. Sa raison de se battre est bonne, sa définition de la justice aussi, ce qui fait de lui un personnage tellement complet tant au niveau du développement, du charisme, et de sa psychologie et de sa philosophie. Kamui est le grand frère de Kagura et l'un des plus gros antagonistes de Gintama. Plus jeune, il se battait seulement pour protéger sa sœur et sa mère. Seulement l'état de sa mère, malade, qui ne lui laissait plus beaucoup de temps à vivre, força Kamui à se battre face à son père, l'homme le plus puissant de l'univers. Il en ressortira changé après ce combat. Incompris par son père, il quitte le foyer familial pour rejoindre la plus grande mafia de l'univers, les Harusame. Il s'alliera par la suite à Takasugi, l'antagoniste principal du manga. Kamui est une bête assoiffée de sang et de combat. Totalement l'opposé des personnes présentées dans ce top. Kamui ne se bat pour aucune justice, pour aucun bien, pour aucun mal. Il se bat car il aime ça, seul face à un ennemi ou face à une armée. Tant que le combat l'amuse, il prendra du plaisir à démembrer ses adversaires et être sur les champs de bataille. Chez les Yato, le peuple dont il fait partie, pas besoin d'armes, de techniques, etc. Non, tout se fait à main nue et de la manière la plus sauvage possible. Kamui sourit tout le temps, même lorsqu'il tue de sang-froid et sans pitié ceux qui se mettent sur son chemin. Il ne se bat que pour lui-même et veut se mesurer au plus fort, quitte à mourir sur un champ de bataille. Il voit un intérêt très particulier à Gintoki, après avoir vu ce dont ce dernier était capable. Il attend que le protagoniste mûrit et devient plus fort pour en faire sa proie. Kamui est un chasseur, tue pour le plaisir, s'amuse au combat et se bat d'une façon tellement sauvage et épique qu'il termine couvert de sang, à l'image d'un certain personnage qui sera nommé Shiroyasha, le démon blanc, à force d'être couvert du sang de ses ennemis. Vous aurez compris, je le compare au protagoniste Sakata Gintoki. Noxymilien l'horloger est l'antagoniste principal de la saison 1 de Wakfu. À travers lui, l'anime s'améliore, évolue et devient un animé excellent. Nox est un Xelor, une des classes de l'univers. Il est capable de maîtriser le temps à un certain niveau. Il était un simple horloger et père de famille et mari, aimant, jusqu'au jour où il met la main sur l'Héliacube, relique du peuple héliatrope, donc du peuple du personnage principal, Yugo. Seulement, cet objet fut loin d'être une bénédiction pour Noxymilien, puisqu'il le rendra fou et lui consumera les années les plus importantes de sa vie. Il perdit tout ce qui lui était cher, et se retrouve très rapidement seul. Seulement, lorsqu'il apprend que sa femme et ses enfants sont morts à l'issue du cataclysme créé par Ogrest, sa colère et sa folie fusionneront pour faire de lui Nox.
Pendant 200 ans, il accumulera de l'énergie dans l'Héliacube afin de remonter dans le temps et retrouver sa famille. Ainsi, il devient très vite l'ennemi de la confrérie du tofu, puisque l'Héliacube se remplit de Wakfu, l'énergie vitale de toute chose vivante. Après une tentative de bond dans le temps, il remontera à peine de 20 minutes, l'amenant à des espoirs infinis et une fin tragique. Nox est badass, sa façon de se battre, ses pouvoirs accompagnés de sa folie font de lui l'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu voir dans ma vie. Capable de ralentir le temps, de l'accélérer, de l'arrêter, de se téléporter, etc. Il est un ennemi redoutable et tiendra même face à Grug Aloragran, un dragon surpuissant. Charlotte Linlin est l'une des 4 empereurs de One Piece, ennemi redoutable et inatteignable pour les Mugiwara au jour d'aujourd'hui. Elle est l'antagoniste principale de l'arc en cours, l'arc Totland. Big Mom était une petite fille particulière qui lui a valu d'être abandonnée par ses parents sur Elbaf. Elle sera adoptée par Mother Carmel, une jeune femme douce s'occupant d'orphelins. Seulement, la nature de Big Mom créera beaucoup de problèmes puisqu'elle fera des crises où elle devient totalement inconsciente, et ayant comme seul but de manger ce qu'elle veut. Possédant une force démesurée, elle se fera très vite ennemie des géants de l'île et quittera Elbaf avec Carmel. Une nouvelle tragédie ne tardera pas à voir le jour puisque quelques mois plus tard, elle refait une crise de joie cette fois-ci et mange tous les enfants ainsi que sa mère adoptive Carmel, qui était en réalité une marchande d'esclaves et trafiquante d'enfants. Elle récupérera ainsi le fruit des âmes, un paramessia surpuissant en avalant Carmel, l'ancienne détentrice du fruit du démon. Elle rencontrera juste après Strossen qui l'utilisera pour créer le royaume de Tootland. Au fil des années, des unions de la piraterie, Big Mom devient un poids lourd du nouveau monde et rivalise avec les pirates les plus forts du monde. Big Mom est l'antagoniste de One Piece la mieux écrite pour l'instant. Eiichiro Oda a mis en avant la psychologie du personnage. On est loin des personnages simplistes. Ici résumé, Big Mom serait trop compliqué vu la complexité de cette dernière. Surpuissante, elle se comporte comme un enfant dans le corps d'un adulte. Rien ne lui résiste et elle est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. Elle s'unit qu'avec les meilleurs pour améliorer son armée et ses liens dans le monde. De plus, sa folie n'a tellement pas de limite qu'elle collectionne des êtres vivants dans un livre. Le but de Big Mom est noble, l'envie de créer un endroit où toutes les races peuvent coexister. Seulement la raison, elle est moi. Elle considère les êtres vivants comme des jouets, des objets de collection, et est la première à discriminer les autres, étant victime elle-même de discrimination depuis sa naissance. Tout est parfait chez Big Mom. Si son chara-design est inhabituel pour un personnage de cette trempe, c'est tout en son honneur, car ça nous permet d'être mieux surpris. Big Mom fait partie pour moi des antagonistes les mieux développés et amenés du shonen. Ici c'est très subjectif car Jin est badass mais n'est pas tellement développé à travers le manga que ça. Seulement il s'agit du premier membre de l'organisation des hommes en noir mis en valeur et celui qui a fait boire la potoxine 4869 à Shinichi Kudo, protagoniste de Metantei Conan. Ainsi il est le premier antagoniste et si ses origines, son but, son âge, son véritable nom restent tous inconnus, il reste un personnage de première classe. Très badass, il n'hésite pas à descendre quiconque peut amener des problèmes à l'organisation, quitte à prendre des vies innocentes avec. La pitié n'existe pas en lui, ni envers ses alliés, ni envers les innocents, donc encore moins envers Conan et ses alliés. Il sauvera un bon nombre de fois l'organisation des plans de Conan, assez intelligent pour voir au travers. Très fidèle au boss, il exerce tous les ordres qu'on lui donne, mais à sa façon. Jin est l'antagoniste le plus badass du manga en ce jour, et Gosho Aoyama va devoir se surpasser pour rendre les prochains membres de l'organisation plus charismatiques que lui. Son regard exprime la froideur et les ténèbres du personnage, à tel point que cela glacera le sang de Shinichi lors de leur première rencontre. Je pense que cette fois-ci, la première place de ce top t'aura surpris. Shishio Makoto est l'antagoniste principal du manga du nom de Rurouni Kenshin, donc Kenshin le vagabond en français. Un personnage très charismatique et étroitement lié à Kenshin, et surtout à Hitogiri Battosai, l'assassin de légende. Si Kenshin était l'assassin sous la lumière, durant la révolution, Makoto lui était l'assassin des ténèbres. Seulement, à force de recevoir les plus mauvais plans d'assassinat, il arrivera à en connaître trop sur la perversion du monde et de ses dirigeants. Ainsi, ceux qui le firent couler le sang planifièrent de le trahir et de le tuer. L'assassin assassiné par ceux pour qui il faisait bouger son épée, mais le plan ne réussira pas. Makoto, consumé littéralement et métaphoriquement par les flammes de la haine, survivra grâce à son envie de se venger. 10 ans plus tard, tout est prêt pour mettre ses plans en exécution, plan qui retournera à nouveau le Japon, pas encore très solidifié depuis la dernière révolution. Il réunira le criminel le plus fort d'Edo et ses actions obligeront Kenshin à retourner à Kyoto. Cette opposition des deux personnages est parfaite. Comment les actions de l'un interviennent sur le futur de l'autre et des liens très particuliers et incroyables les lient. Makoto est en quelque sorte une part même de Kenshin. Kenshin veut l'arrêter mais il n'a pas le droit de lui faire la morale. Ils ont commis les mêmes actes horribles. C'est de cette relation que j'ai apprécié les deux personnages. À partir de cet arc, on en découvre beaucoup plus sur Kenshin grâce à Makoto et inversement. Shishio Makoto est un concerné de haine.
de violence, mais aussi d'expérience et de valeur. C'était l'un des plus grands acteurs de la Révolution et l'ère de paix que vient après au Japon lui est due en quelque sorte. Mais il est traité comme un malpropre. Sa haine est totalement légitime et son envie de renverser le pays aussi. Seulement la voie qu'il aura choisie est parsemée de corps et de sang. Makoto se bat de manière particulière. Il enflamme son épée grâce à la friction de la lame qui permet à la graisse de brûler. De la graisse humaine résultante de tous les combats que ce dernier a menés. Même son chara design est super bien réussi. Bref, c'est mon antagoniste de shonen préféré en termes de badassité, mais pas que. C'est une force de l'écriture qu'on trouve ici. Un personnage parfait pour l'antagoniste principal d'une œuvre aussi bonne que Kenshin le Vagabond. Et c'est sur ces mots que se termine mon top 10 d'antagonistes de shonen badass préférés. Encore une fois, c'est un top subjectif, donc ne vous étonnez pas de ne pas voir tel ou tel personnage. Laissez votre top à vous en commentaire, qu'on puisse s'amuser à comparer les goûts de chacun. Et n'oubliez pas le partage, le like et l'abonnement, c'est très important les amis. Je vous en remercie. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.